Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Télé Djibouti pour votre édition du 22h, dont tels sont les principaux titres. À l'occasion du nouvel an de l'Hégire 1448, le président de la République, son Excellence William Ragley, a adressé ses meilleurs vœux de santé, de bien-être, de réussite et de prospérité à l'ensemble de ses compatriotes ainsi qu'au peuple musulman partout dans le monde. Un accord iranien a été proclamé sur le plan international. Cet accord, baptisé Memorandum Islamabad, doit être signé dans la journée de vendredi. Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Le président de la République exprime ses meilleurs vœux à ses compatriotes à l'occasion du Nouvel An 1448. À l'occasion de l'avènement du Nouvel An musulman 1448 de l'Hégire, le président de la République, son Excellence William Ragley, a adressé ses meilleurs vœux de bien-être, de santé, de prospérité et de réussite à tous ses compatriotes, ainsi qu'à l'ensemble du peuple musulman du monde entier. Le chef de l'État a formulé le souhait que cette nouvelle année musulmane 1448 apporte d'importantes opportunités, source davantage de paix, de développement et de prospérité pour notre pays ainsi que pour les nations sœurs musulmanes. Le président Guelleh a également profité de cette occasion pour rappeler la portée historique et spirituelle de l'Hégire, soulignant sa vocation intemporelle et à demeure une source d'inspiration en matière de leadership, d'engagement et de responsabilité. L'Hégire et notre sainte religion regorge de repères multiples et d'enseignements exemplaires, favorisant l'acquisition d'une culture de résilience, de courage et de persévérance. Des qualités indispensables pour relever les grands défis collectifs dans un esprit de cohésion et de solidarité, a-t-il déclaré en substance le président de la République, formulant ainsi le vœu que cette nouvelle année soit porteuse de stabilité, de progrès, d'espérance pour la nation. Le chef de l'État a pris donc le Tout-Puissant de préserver notre pays et notre peuple et leur accorde davantage de paix et de sécurité et de prospérité. Dans une annonce du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur annonce la journée du mardi 11 juin 2026 correspondant au Nouvel An musulman. Muharram de l'Hégire sera donc déclaré chômé payé sur l'ensemble du territoire. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des fêtes religieuses officielles permettant aux citoyens de célébrer cette nouvelle année de l'Hégire dans les meilleures conditions. Le ministère de l'Intérieur adresse à cette occasion ses vœux de bonheur, de prospérité au peuple musulman du monde entier. C'était dans les titres annonce d'un accord américano-iranien pour mettre fin. Avant cela, nous allons donc voir un magazine de la rédaction pour cette nouvelle année de l'Hégire 1448. Les musulmans du monde entier commémorant l'un des événements les plus déterminants de l'histoire de l'islam, l'Hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus qu'un simple déplacement, cette immigration bénie symbolise la foi, le sacrifice, la patience et la confiance absolue en Dieu. Elle marque surtout les débuts d'une étape fondatrice dans la construction de la communauté musulmane et l'ouverture d'une nouvelle ère de son histoire. Un magazine de la rédaction commenté par Samatar Saïd. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Après 13 années de prédication à la Mecque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons subirent de nombreuses épreuves. Hostilités, persécutions, boycott économique et injustice furent les moyens employés par les Qurayshites pour tenter d'étouffer le message de l'islam qu'ils considéraient comme une menace pour leur pouvoir et leurs intérêts. Malgré ces difficultés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeura ferme dans sa mission, porté par une foi inébranlable à une confiance totale en la promesse divine. Un tournant majeur survint lorsque la délégation venue de Ya'trib rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam et adhère à son message. Les pactes conclus à 2 reprises consacrent leur engagement à les soutenir, à les protéger. À la suite de cet événement d'allégeance, Dieu autorisa les musulmans à immigrer vers la future Médine.
Face au départ progressif des musulmans vers cette nouvelle terre d'accueil, les dirigeants de Quraysh prirent conscience du développement croissant de la communauté musulmane réunie à Dar al-Nadwa. Il élaborait un complot visant à assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la volonté divine déjoua leur plan. Le messager de Dieu reçut alors l'ordre de quitter la Mecque, ouvrant ainsi un des chapitres les plus glorieux de l'histoire islamique. Dans la nuit de l'hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta discrètement son domicile après avoir confié, qu'Allah l'agrée, à Ali, la mission de restituer les dépôts laissés par leur propriétaire, accompagné de son fidèle compagnon, Abu Bakr al-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Il emprunta un itinéraire inhabituel afin d'échapper à ses poursuivants. Les deux compagnons trouvèrent refuge dans la grotte de Taur, où il demeura 3 jours. Lorsque les poursuivants arrivèrent à proximité de la grotte, Abu Bakr al-Siddiq exprima son inquiétude. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassura alors par des paroles demeurées célèbres. « Que penses-tu de 2 personnes dont Dieu est le 3e ?» Illustrant ainsi sa confiance absolue en la protection divine, déterminé à retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Qurayshites promirent une récompense de 100 chamels à quiconque parviendra à le capturer, vivant ou mort. Cette prime déclencha une vaste traque à travers le désert, mais malgré les recherches intensives, toutes les tentatives échouèrent et la protection divine accompagna le messager de Dieu tout au long de son voyage. Après plusieurs jours de marche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Quba, où il fonda la première mosquée de l'islam avant de poursuivre son chemin vers Médine. À son arrivée, les habitants de la ville lui réservaient un accueil exceptionnel. Hommes et femmes et enfants sortirent en nombre pour célébrer son arrivée dans une atmosphère de joie, d'enthousiasme, immortalisée par les chants de bienvenue, transmis à travers des générations. Cet accueil marqua le début d'une nouvelle ère. Les musulmans passèrent alors d'une situation de persécution et de vulnérabilité à la construction d'une société organisée, d'un État fondé sur des principes de justice, de fraternité et de solidarité. L'hégire prophétique constitue ainsi un tournant majeur dans l'histoire de l'islam. Conscient de sa portée exceptionnelle, le calife Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, choisit cet événement comme point de départ du calendrier hégirien, consacrant ainsi sa place centrale dans la mémoire de la civilisation musulmane. Et après ce magazine consacré à cette nouvelle année hégirienne, parlerons de cette annonce d'un accord américano-iranien pour mettre fin à la guerre, signature du mémorandum prévu être signé à Genève. Un accord entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre entrée dans son 108e jour a été annoncé aujourd'hui, marquant une nouvelle étape vers une solution diplomatique au conflit. Le président américain Donald Trump a annoncé la conclusion de l'accord avec l'Iran et a décidé de lever immédiatement le blocus maritime imposé à Téhéran. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a indiqué que le texte du mémorandum d'Islamabad était désormais finalisé et qu'il serait signé vendredi à Genève. Il a ajouté qu'un cycle de discussion de 60 jours porterait sur le dossier nucléaire iranien, la levée des sanctions et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Quant au ministre pakistanais des Affaires étrangères, il a salué l'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. Selon le quotidien britannique The Telegraph, le président Donald Trump a personnellement modifié la formulation relative à l'engagement iranien concernant l'élimination des matières nucléaires enrichies. Au niveau international, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a salué l'accord annoncé entre Washington et Téhéran. Dans une déclaration publiée sur la plateforme X, le président pakistanais a lui aussi salué l'annonce de la signature du mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran.
C'était un commentaire de Fardous Hussein Diplomatie. À présent, le Premier ministre du pays, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu au salon de l'honneur de la primature en visite d'adieu Dr Henk Feller, ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne à Djibouti à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique dans le pays. Cette rencontre qui a été l'occasion de saluer l'excellente relation d'amitié et de coopération entre Djibouti et l'Allemagne, notamment dans les domaines de développement, de la formation et de résilience communautaire, ainsi que l'appui aux programmes régionaux portés par l'IGAD. Les deux parties se sont également félicitées des avancées enregistrées dans plusieurs projets au bénéfice des populations, tout en réaffirmant l'engagement commun de poursuivre les efforts en faveur de leur mise en œuvre effective. Les échanges ont par ailleurs mis en lumière des perspectives porteuses de coopération, en particulier dans le domaine de l'énergie renouvelable, où l'expertise allemande est reconnue, ainsi que dans le renforcement du capital humain à travers des formations, des échanges universitaires et le développement des compétences des jeunes Djiboutiens. À cette occasion, le Premier ministre a exprimé sa profonde gratitude à l'ambassadrice pour son engagement au service du renforcement des relations bilatérales et lui adresse ses vœux de succès pour la suite de sa carrière diplomatique. Et dans le cadre d'une prise de contact avec les structures relevant de son département, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a effectué ce matin une visite de travail au sein des différentes infrastructures de la garde-côte djiboutienne. Cette première immersion intervient depuis sa nomination à la tête du ministère. Seynou Hassan a, dans un premier étape, conduit au camp de Dorali, où il a été accueilli par le colonel Waïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne. À son arrivée, cette cérémonie militaire qui a été organisée en son honneur, comprenant le lever des couleurs et la salutation au drapeau national, suivie d'une revue des différentes unités présentes. À son arrivée, accueilli par le colonel Waïs Omar Bororé, le ministre a ensuite passé en revue le détachement d'honneur aux côtés du commandant de la garde-côte, saluant le passage des personnels mobilisés, s'informant sur l'organisation opérationnelle des unités. La cérémonie qui s'est achevée sur une photo de famille réunissant le ministre, le commandant ainsi que les responsables officiers présents. Cette visite qui traduit l'intérêt particulier accordé par le ministre et son ministère des Infrastructures et de l'Équipement au renforcement des capacités des infrastructures maritimes et de sécurité du pays, ainsi qu'au soutien des forces engagées dans la protection des eaux territoriales nationales du pays.
le ministre a ensuite assisté à une démonstration des techniques militaires d'extension sur corde, mettant en lumière le niveau de préparation et de professionnalisme des éléments de la garde-côte. Il a par la suite visité le garage de l'institution situé au sein du camp de Raleigh afin de s'enquérir des moyens de logistique déployés ainsi que sur des capacités opérationnelles dont dispose le camp. Le ministre s'est également rendu dans la foulée à l'hôpital du camp où il a pu constater la qualité des infrastructures sanitaires mises à la disposition du personnel. À l'issue de ces visites, Serigne Hassan ainsi que le colonel Waïs Marbouri ont tenu une réunion de travail en tête-à-tête avant d'élargir sur les échanges aux officiers de la garde-côte. Les discussions ont porté sur les missions et les activités de l'institution, ses besoins en infrastructure, ainsi que les perspectives de renforcement de ses capacités opérationnelles logistiques. Cette première visite officielle témoigne de l'intérêt particulier que porte le ministre au développement des infrastructures stratégiques du pays et à l'accompagnement des institutions chargées d'assurer la sécurité maritime nationale. Elle traduit également la volonté du gouvernement à soutenir davantage les efforts visant à moderniser les moyens d'action de la garde-côte et à consolider son rôle essentiel dans la protection des eaux territoriales et les intérêts maritimes de la République de Djibouti. De sa visite de terrain consacrée au suivi des infrastructures stratégiques, Serigne Hassan, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, a effectué dans la même journée une tournée au site de transmission de la garde-côte en compagnie du colonel Waïs Marbouri, commandant de la garde-côte djiboutienne. Cette étape a permis au ministre de s'informer sur les installations techniques et les moyens de communication déployés pour renforcer les capacités opérationnelles des gardes-côtes. Il s'est ensuite rendu dans cette même journée au port de Djibouti afin d'inspecter les moyens navals de l'institution. À son arrivée, il a été accueilli à bord d'un nouveau patrouilleur récemment mis en service sous l'impulsion du commandant de la garde-côte. Au cours de cette visite, le ministre a pu constater les efforts engagés pour la modernisation, les équipements maritimes ainsi que le renforcement des capacités de surveillance et de sécurité des eaux territoriales. Il a salué l'engagement des responsables et des équipes de la garde-côte dans l'accomplissement de leur mission au service de la sécurité maritime nationale. Cette visite illustre l'attention particulière accordée par les autorités au développement des infrastructures dans le cadre de la sécurité maritime et au renforcement des moyens opérationnels de la garde-côte djiboutienne.
Et dans le cadre du renforcement de l'intégration économique régionale, un atelier national de consultation consacré à l'initiative de la Corne de l'Afrique pour le développement du commerce et de l'intégration économique s'est tenu ce matin à l'hôtel Sheraton de Djibouti sous le patronage du ministre du Commerce, Orbis El Afrobis. Cette plateforme régionale vise à renforcer la coopération commerciale et économique entre les pays de la Corne de l'Afrique. La rencontre qui a réuni les principaux acteurs des institutions impliquées sur les questions du commerce, d'intégration régionale et de facilitation des échanges, dont M. Abdelassar Ahmed Idriss, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, le directeur de l'agence nationale du tourisme, le directeur de l'agence djiboutienne des normes et de la qualité, ainsi que plusieurs responsables ministériels et partenaires techniques. L'objectif de cet atelier était d'examiner et de valider le projet de déclaration ministérielle portant création d'un comité régional de facilitation des échanges destiné à renforcer la coopération entre les États membres et à promouvoir un environnement commercial plus intégré, efficace et favorable aux investissements. Atelier consacré au pilier commerce de l'initiative pour la Corne de l'Afrique. Permettez-moi de remercier d'abord le ministre du Commerce et du Transport pour son accueil et son engagement. Votre présence, Monsieur le ministre, dit l'importance que la République de Djibouti accorde à l'intégration régionale et à la facilitation des échanges. La Corne de l'Afrique est, depuis toujours, une terre de passage, une seule entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, où les routes de la mer croisent celles des hommes et des femmes. Et pourtant, le commerce entre voisins immédiats demeure trop modeste, retenu par des coûts logistiques élevés et des procédures encore lourdes. Le secrétaire général auprès du ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie a mis en exergue les perspectives qu'offre cette initiative pour la région. Il a notamment indiqué que ce projet ouvre la voie à une intégration économique plus dynamique. Comme vous le savez tous, Djibouti occupe une position stratégique unique dans la Corne de l'Afrique, carrefour maritime et terrestre incontournable. Notre pays se veut le poumon commercial de la région. C'est avec cette responsabilité en tête que nous devons aborder la feuille de route sur la facilitation des échanges. Nos liens commerciaux avec l'Éthiopie et les autres pays de la Corne de l'Afrique sont en pleine croissance. Pour consolider cette dynamique, des réformes concrètes s'imposent. La feuille de route régionale identifie plusieurs axes dans lesquels Djibouti est en avance déjà. Nous disposons de systèmes de traitement des pré-arrivées des marchandises et nous avons fait de notre port un modèle de transit régional, mais de progrès reste à accomplir. D'abord, le corridor dessous, les corridors qui relient Djibouti, l'Éthiopie, Sud-Soudan et l'Ouganda, représentent une opportunité historique. La signature du mémorandum d'entente pour la mise en place d'une autorité de gestion de corridors est un signal fort. Dans le même ordre d'idées aujourd'hui, nous vous proposons la création d'une institution qui va être aussi sous-régionale, où tous les pays membres de la Horn for Africa vont siéger. Avant de déclarer ouverts les travaux de l'atelier, le ministre du Commerce et du Tourisme, Orbis El Afrobis, souligne l'importance des recommandations issues de cette consultation nationale dans la perspective d'une réunion ministérielle prochaine. Il réaffirme également l'engagement constant du gouvernement en faveur de l'intégration économique régionale et du renforcement d'une coopération entre les pays de la Corne de l'Afrique. Écoutons. Distingués invités, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je prends part à l'ouverture de cet atelier national de consultation consacré à l'initiative de la Corne de l'Afrique pour le développement du commerce et de l'intégration économique. La tenue de cette rencontre revêt une importance particulière. Elle intervient à un moment où notre région est confrontée à des défis multiples et économiques, climatiques, sécuritaires, géopolitiques, qui exigent de nous une réponse collective, coordonnée et ambitieuse. Ces défis nous rappellent une vérité fondamentale dans un monde de plus en plus interconnecté. Aucun pays ne peut réaliser seul son plein potentiel de développement.
Notre prospérité future dépend de notre capacité à construire des partenaires solides, à renforcer les liens économiques entre nations et à faire de l'intégration régionale un véritable moteur de croissance durable. Madame et Messieurs, la facilitation des échanges constitue l'un des piliers essentiels de notre transformation. Réduire les obstacles au commerce, moderniser les procédures administratives, renforcer la connectivité régionale et améliorer l'environnement des affaires ne se font pas de simples réformes techniques. Ce sont des choix stratégiques qui conditionnent la compétitivité de nos économies et leur capacité à générer une croissance inclusive. Pour la République du Djibouti, cette ambition est au cœur de la vision Djibouti 2035, qui vise à faire de notre pays une plateforme régionale de commerce et de logistique et de servir à haute valeur ajoutée. Les investissements considérables réalisés dans les infrastructures portières, ferroviaires, routières, logistiques ont permis à Djibouti de se positionner comme une porte d'entrée stratégique vers les marchés régionaux et internationaux. Mesdames et Messieurs, l'atelier que nous réunissons aujourd'hui marque une étape importante dans cette dynamique. Les consultations qui seront menées permettront d'identifier les priorités nationales, de mieux cerner les contraintes auxquelles sont confrontés les acteurs économiques et de définir des interventions concrètes susceptibles d'accélérer la facilitation des échanges et l'intégration régionale. Je suis convaincu que les réflexions qui émergeront de cette rencontre contribueront à l'élaboration d'un programme ambitieux, réaliste et porteur de résultats concrets pour notre pays, ainsi que pour l'ensemble de la région de la Corne d'Afrique. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la subvention des carburants accordés au transport public, l'ARD Djibouti a déployé une équipe de micro-trottoirs afin de constater sur le terrain l'application effective de cette mesure gouvernementale. Face aux hausses des prix du carburant sur le marché international, les autorités djiboutiennes ont décidé de maintenir les tarifs des transports publics afin d'éviter toute répercussion sur les usagers. Le gouvernement déployé a également assuré que le pays dispose de stocks de carburant suffisants pour couvrir les besoins des mois prochains. Par ailleurs, le ministère de l'Énergie a mis en place un système de coupons de réduction destiné à soutenir les transports et certains secteurs économiques. Sur le terrain, l'équipe de la radio Djibouti a constaté la présence de nombreux chauffeurs de bus et de minibus rassemblés devant le siège du syndicat des bus et de minibus situé au Cité Hilar, où se déroulait donc la distribution des coupons. À cette occasion, M. Ahmed Ismail, vice-président des syndicats, a apporté des explications sur cette mesure, soulignant qu'elle vise à compenser la hausse des prix du gasoil, passé de 205 à 285 francs le litre, afin de permettre aux transporteurs de poursuivre leurs activités sans augmenter les tarifs des passagers. Plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction, saluant ainsi une initiative qui contribue à alléger les charges d'exploitation du transport public. Le dispositif concerne également les motos taxis, appelés également Bajaj, très actifs dans plusieurs quartiers de la commune de Babala. Selon Saad Ahmed Hassan, président du syndicat du moto taxi Bajaj, ainsi que plusieurs conducteurs interrogés, cette aide représente un soutien important permettant de maintenir les services sans se répercuter sur les usagers. Visite de terrain également de la ministre des Investissements sur le guichet unique. Ainsi, dans cette journée de prise de contact de la ministre chargée aux investissements, secrétaire d'État chargé aux investissements, au guichet accueilli sur place par le personnel, la ministre s'est enquérie de la situation et des modes de fonctionnement du guichet. La ministre a reçu sur place les explications des responsables sur le fonctionnement du guichet unique ainsi que leur contribution dans la société djiboutienne.
Nous partons pour l'hémicycle pour une séance des commissions. En cette journée de lundi 15 juin 2026, la commission des finances de l'économie générale et du plan, présidée par Chalmaki Moussahari, a poursuivi l'examen de 2 projets de loi des comptes financiers de l'Agence nationale de la promotion des sports, la NPS, pour l'exercice 2023-2024. Le gouvernement était représenté par la secrétaire d'État chargée au sport, Fatouma Ali Abdellah, secrétaire d'État chargée au sport, ainsi que le président des commissions d'administration, directeur général de l'Agence nationale de la promotion du sport. À l'issue des délibérations, la commission des finances et de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable sur les 2 projets de loi examinés et transmis pour adoption lors de la prochaine séance plénière. Et dans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes de la commission régionale de Tadjoura, une assemblée extraordinaire suivie d'une cérémonie de passation de service s'est tenue dans la journée d'hier, dimanche 14 juin 2026, une étape marquante importante dans la vie institutionnelle de la région. Réunis dans la salle de réunion d'une commission régionale, les élus ont procédé à l'élection d'un nouveau président et des membres du comité exécutif à la suite d'un quorum largement atteint par M. Idriss Mbassa Mohamed, qui a été élu président de la commission régionale dès les premiers tours avec 15 voix, traduisant la confiance des élus dans sa capacité à porter les ambitions de la région et à renforcer la gouvernance locale. Dans la continuité, l'Assemblée a également désigné les membres du comité exécutif, notamment le vice-président, les premiers et deuxièmes secrétaires, ainsi que les questionneurs, consolidant ainsi l'équipe dirigeante appelée à piloter les projets de développement régional. L'Assemblée s'est tenue en présence du préfet de la région Tadjoura, Mohamed Hamid Abbas, du président du ministère de l'Intérieur, Hassan Abdelkader Shamsan, intervenant en qualité d'observateur afin de garantir la régularité du processus. Le directeur général du conseil régional, Roblih Moussa Ismail, qui a pour sa part veillé à la bonne consignation des résultats dans le procès-verbal officiel, assurant ainsi la transparence et la conformité des opérations. Et à l'issue de cette élection, une cérémonie de passation s'est tenue en fin de matinée entre le président nouvellement élu, M. Idriss Mbassa Mohamed, et M. Omar Hussein Omar, ministre délégué chargé de la décentralisation. Cette cérémonie s'est organisée en présence des autorités administratives et locales, a réuni le préfet de la région, le représentant du ministère de l'Intérieur ainsi que le secrétaire général du conseil régional. Elle a été consacrée au transfert officiel des responsabilités dans un climat empreint de solennité. Cette double séquence institutionnelle illustre l'engagement des autorités en faveur de la continuité de l'action publique, du respect des procédures et du renforcement de la gouvernance locale dans le cadre du processus de décentralisation. Dans le cadre du renforcement des infrastructures, des gestions des déchets urbains, l'Office de la voirie de Djibouti, l'OVD, a procédé à la réception officielle d'un nouveau camion Renault destiné au transport des bennes de regroupement des déchets solides lors d'une cérémonie qui s'est tenue au garage de l'OVD de Quartier 7, l'événement qui s'est déroulé en présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, du directeur général de l'OVD, du directeur général de l'agence djiboutienne de développement social, ainsi que du directeur de l'agence française de développement. Cette acquisition illustre une coopération fructueuse entre Djibouti et l'AFD en faveur de l'amélioration durable des services urbains et de la gestion des déchets solides. Dans le cadre du projet de gestion des déchets solides financé par l'AFD, mis en œuvre par la DDS pour le compte de l'OVD, 7 points de regroupement ont été construits dans le capital 14 bennes ainsi que de grandes capacités de 20 mètres cubes ont été acquises afin de renforcer le système de collecte et de transport des déchets. Par ailleurs, dans le cadre du projet de développement urbain intégré, un nouveau point de regroupement a été réalisé à proximité de la galerie marchande de boulevard Assamo, nécessitant l'acquisition de ce camion pour optimiser la manutention de l'exploitation des équipements. Et ces 2 bennes de 20 mètres cubes qui va venir accroître les capacités de la flotte de l'Office de la voirie de Djibouti. Et ce don, pour plus de 40 millions de francs djiboutiens, s'intègre, d'abord est un don qui est fait dans le cadre du programme PDUI 2, que vous connaissez. J'ai eu la chance de venir cet hiver
avec le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour un certain nombre d'inaugurations dans les quartiers de Balbala, un certain nombre d'inaugurations d'infrastructures. Et comme vous le savez sans doute, dans le cadre de ce programme PDUI 2, il y a un certain nombre d'actions aussi en matière de gestion des déchets. La gestion des déchets, c'est un sujet fondamental pour toute ville qui se développe. Et Djibouti est une ville qui se développe très rapidement. Il y a des enjeux environnementaux qui sont forts, des enjeux de santé publique, des enjeux de développement social, tout simplement. Et donc, il est important que les capacités de la ville se développent en matière de gestion des déchets aussi vite que la population. Et prenons la parole à cette occasion, le directeur général de la DTS a rappelé les investissements réalisés dans le cadre du PDU 2 ainsi que d'autres programmes financés par l'AFD participent à l'amélioration durable du cadre de vie des populations et au renforcement des services urbains. Ce camion va servir à déjà 7 points de regroupement, plus 2 autres points que nous allons rajouter. Le nouveau marché qui a été inauguré il n'y a pas longtemps, donc ces bennes-là vont également servir. Et le PDUD, vous l'avez rappelé, c'est 24 millions d'euros. Donc c'est une fierté pour nous. C'est un grand programme. Mais également, la ville, on ne peut pas gérer une ville sans la gestion des déchets. Actuellement, nous avons, déjà je tiens à rappeler le précédent projet de gestion des déchets qui avait permis de construire ces points de regroupement, ces 7 points de regroupement qui ont permis de réduire significativement les décharges sauvages dans ces quartiers. Donc ça posait des problèmes de santé publique. Donc aujourd'hui, il n'y en a pas. Et ce camion va servir justement au ramassage des déchets avec ces bennes-là. Mais également, il faut rappeler les très grands projets de centres d'enfouissement technique financés à la fois par l'AFD pour 11 millions d'euros, mais également par l'Union européenne. Donc en tout, c'est 16 millions et demi. Et donc c'est un centre qui sera aux normes internationales et qui va répondre à la gestion des déchets dans une ville dynamique de plus en plus, qui s'agrandit de plus en plus. Et donc une fois de plus, vraiment nous tenons à remercier le partenariat que nous avons avec l'AFD, mais un partenariat très proche, donc qui nous accompagne l'ADDS, mais également l'OVD, dans tous nos projets, et depuis très longtemps, en commençant par le projet PDU 1, PDU BK12. Donc aujourd'hui, le quartier BK12, on voit comment il s'est développé, ces quartiers. Et donc nous tenons à remercier au travers de votre présence ici, symbolique, le peuple français. Donc pour nous, qui est extrêmement important. Merci. Dans la page sportive de cette édition, des activités afin de renforcer les compétences des encadreurs sportifs et promouvoir l'excellence dans les disciplines nationales. La Fédération djiboutienne d'athlétisme a lancé ce matin un stage de formation au brevet d'entraîneur du niveau 1, organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé au sport avec l'appui financier du Comité national olympique et sportif djiboutien. Cette session de formation se déroulera du 14 au 18 juin. Elle est destinée aux entraîneurs ainsi qu'aux anciens athlètes djiboutiens souhaitant approfondir leurs connaissances techniques et pédagogiques dans les domaines de l'athlétisme. Cette cérémonie d'ouverture qui est d'une présence du directeur de l'Agence nationale de développement des sports, Mohamed Omar, et du vice-président de la Fédération djiboutienne d'athlétisme, Mohamed Mhabé Waïs, ainsi que plusieurs autres figures emblématiques de l'athlétisme national. Lors de cette première journée, Dr Gohar Mohamed Ibrahim ainsi que Mohamed Ahmed Adi sont intervenus en qualité d'experts et partageant leurs connaissances et leur expérience avec les participants. Leur intervention a permis d'aborder les fondations de l'entraînement. De cette formation, qui est très importante et que je félicite au nom de l'Agence nationale pour la promotion du sport, l'initiative prise par la Fédération d'athlétisme. Je vous souhaite plein de succès dans vos apprentissages. De la formation planning sur le privé de la Fédération djiboutienne d'athlétisme au niveau 1, donc du 14 au 18 juin. Cette formation, les anciens athlètes, les entraîneurs vont profiter de cette formation. En ce qui concerne pour les techniques, c'est les techniciens qui vont vous détailler, comme l'entraîneur Hassan, le docteur qui est à côté de moi, qui vont faire une
déclaration encore plus profonde. Je déclare l'ouverture de la séance. Dans l'actualité régionale, la prison, les Nations Unies appellent les pays à se préparer à d'éventuels retours du phénomène climatique El Niño, tandis que l'Organisation météorologique mondiale indique une forte probabilité de développement de ces conditions dans les prochains mois. En Éthiopie, les autorités et les experts suivent la situation avec attention en raison de l'importance des précipitations saisonnières pour l'agriculture et les ressources en eau. Il souligne que l'évolution du phénomène pourrait influencer la répartition des pluies dans certaines régions durant la session des pluies principales. Dans ce contexte, les efforts de suivi climatique et de planification sont encouragés afin de soutenir la gestion des ressources en eau et de renforcer la résilience du secteur agricole dans une approche préventive et constructive visant à accompagner les communautés rurales à s'outiller contre ce phénomène climatique. Et pour terminer, nous parlerons des résultats d'hier soir des matchs qui a opposé l'Allemagne à Roulaos 7-1 et match nul spectaculaire entre le Pays-Bas et le Japon et large victoire de la Suède face à la Tunisie en Coupe du Monde. Dans la série de 14 juin en Coupe du Monde de cette année 2026, a ouvert 3 rencontres riches en buts et en intensité. L'Allemagne a ouvert le bal avec une victoire écrasante sur un score de 7 buts à 1 contre Roulasos, imposant donc un rythme élevé dès les premières minutes et dominant largement la rencontre grâce à une efficacité offensive remarquable. Dans un match beaucoup plus équilibré, le Pays-Bas et le Japon se sont quittés avec un match nul, avec une phase de domination alternée et un rythme soutenu jusqu'au bout. Et Suède a conclu la soirée avec une victoire nette face à la Tunisie, 5 buts à 1. Les Suédois ont livré une prestation offensive très solide. Et on vous souhaite de suivre les matchs de ce soir avec attention. Et ce sera tout. Nous refermons cette édition avec ces résultats. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information et merci à l'équipe de la Régie.